Bonjour à tous, merci d'être venus. On a du coup une conférence aujourd'hui avec Benoît de Gold, qui... Bonjour. Enchanté. Et moi, je suis Tiffaine de P-Climbing. On est des fabricants de murs d'escalade, Gold des fabricants de prises d'escalade. Et l'idée, c'était de travailler ensemble pour pouvoir vous présenter quelque chose sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la RSE dans le milieu de l'escalade. Ça c'était le petit intro sur pourquoi en fait on est là aujourd'hui. C'est EP, c'est Gold, mais c'est pas que. On a également travaillé avec Block Z, avec Balance Hold qui sont juste ici. L'idée en fait c'est de parler ensemble sur qu'est-ce que c'est la RSE, où est-ce qu'on en est, d'avoir des données. Et on voulait également échanger tous ensemble. Donc, est-ce qu'on peut vous demander rapidement un petit tour de table d'assemblée, pourquoi vous êtes là, quel est votre intérêt, qu'est-ce que vous attendez de la RSE aujourd'hui dans le milieu de l'escalade, est-ce qu'il y a des infos que vous voulez dire? On vous écoute. Louis et moi, c'est vrai qu'on grimpe assez souvent en salle et on s'était posé une question vis-à-vis de la... Je crois qu'on avait vu que les chaussons d'escalade... Il y avait un scandale il n'y a pas longtemps sur la pollution dans les salles d'escalade et du coup je me demandais si vous avez des infos là-dessus. Bon, désolé, ça rentre un peu dans le dur. C'est parfait, ça fait... C'était pas dans pour tous les être, sujets sur lesquels on va passer, on ne parle pas des chansons d'escalade. Mais Oui, vous en parlez pas, ok, bon bah voilà. Non, C'est pas pour rentrer dans le dur directement, hein, pardon. On sait qu'il y a eu toute une étude dessus, que c'est un sujet aussi intéressant et surtout pour le grimpeur final. Après, nous, aujourd'hui, vu qu'on est sur le B2B, l'idée, c'était aussi de faire réagir les acheteurs potentiels de salles d'escalade, les équipementiers également. Et du coup, on n'aura pas ce sujet-là. Désolée. Ah d'accord, ok. Est-ce que... Je suis anglais. Catherine, l'association de salle de l'escalade d'Angleterre. Et je suis intéressée dans l'environnement et je supporte cette conversation. Du coup, on a également Cass qui est ici sur la partie Angleterre pour aussi échanger tous ensemble, pas uniquement sur le marché français, mais aussi sur le marché anglais, parce qu'en fait, tout équipementier ne vend pas uniquement sur un seul marché. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un intérêt. Et du coup, à côté, Core Climbing également, qui est là. Et après, est-ce que tu as des attentes spécifiques sur cette conférence? Non, je venais voir parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je travaille dans une salle d'escalade et dans le milieu de manière générale. Donc voilà, tout simplement. Okay. Tu veux peut-être dire un petit mot pour Balance? Est-ce que vous faites le training? Nous, c'est pour Balance et du coup, on voulait voir un peu comment ça se passe dans les salles aussi en France au niveau de l'innovation parce qu'on part sur des fibres de lin, donc c'est quand même plus écologique et on voulait voir comment ça se passe aussi ailleurs et c'est quoi les nouveautés en France. Merci. Je fais rapidement. Hop. Du coup, aujourd'hui, nous, à EP, on s'est dit, il y a plein de choses qui existent. Il y a 3 ans, quand on a commencé un peu le sujet sur la RSE, qu'est-ce qui arrivait? C'était de se dire, aujourd'hui, il faut faire des murs d'escalade avec une structure bois, parce que c'est plus RSE, l'acier, c'est vraiment pas bien. Et on se disait, oui, il y a quand même une logique, l'acier, il faut l'extraire, c'est compliqué, comment ça va se fonctionner? Mais on s'est dit, en fait, il n'y a pas du tout de données. Pourquoi l'un et pas l'autre? Sur un mur d'escalade, il y a aussi des panneaux, mais il y a aussi des prises. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Hop. Alors, on s'est dit, déjà, nous, on était dans la démarche de faire ISO 14001. Donc, on avait ISO 9001 pour notre site de production qui est en Espagne et en France pour les tapis. Et on était en train de finaliser la démarche ISO 14001. Ce qui nous a fait
réfléchir en se disant, OK, il y a d'autres possibilités, il y a des choses à faire, mais comme tout process, c'est assez strict, tu as besoin de données. Donc on s'est dit, bah voilà, en fait, réellement, quel est l'impact environnemental d'un mur d'escalade? Et quand on dit un mur d'escalade, c'est pas juste les panneaux, la structure, mais tu as besoin des tapis, tu as besoin des prises. Et on a essayé de voir un peu tout ça. Donc du coup, on a travaillé avec une boîte externe qui s'appelle WeAct pour pouvoir faire l'analyse de cycle de vie du mur d'escalade. Donc c'est quoi l'analyse de cycle de vie? C'est en fait prendre en compte l'ensemble de la vie du mur. Donc on a appris, je regarde, donc il y a vraiment l'extraction des matériaux, ensuite des matériaux jusqu'à notre usine de production, comment notre usine de production transporte ces matériaux, le produit final jusqu'à la salle d'escalade pour la montée, et ensuite le montage, mais on a également pris en compte la maintenance. Et aujourd'hui, nous, sur un mur, comme vous pouvez le voir sur la slide, là, il y a les panneaux, il y a les prises, les volumes, il y a les tapis. Et en fait, nous, on a deux structures. Une ossature primaire qui vient s'accrocher au niveau du béton ou autre, et l'ossature secondaire qui vient donner la forme du mur. Donc, on a pris, pour toute analyse de cycle de vie, il faut prendre un produit spécifique, sinon c'est un peu compliqué de dire ce qu'il en est. Donc, c'était à l'époque, c'était juste avant les Jeux Olympiques. EP a construit les murs pour les JO. Du coup, on a pris le mur Titan Calais à Paris. Et on s'est dit, OK, c'est un mur qui fait 20 mètres de long, donc c'est assez spécifique. Il y a beaucoup de tapis, du coup, c'est du bloc. Où est-ce qu'on le met? Donc, il y a le transport pour aller jusqu'à Paris. Nos sites de production, c'est la France pour les tapis, l'Espagne pour les panneaux et la structure. Comme je vous ai dit, on a vraiment pris tout ce qu'il y a sur le mur. Donc les T-nuts aussi, les inserts également qu'il y a sur les panneaux, toute la quincaillerie dont il y a besoin. Et on s'est dit, voilà, un mur globalement, et encore il y en a qui tiennent beaucoup plus longtemps, on va dire que c'est 20 ans. Par contre, les tapis, on les change tous les 5 ans. Les prises, on les change tous les 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? Après, on s'est dit aussi, tiens, ça serait peut-être intéressant de faire des scénarios différents. Un avec une structure en bois versus une structure en acier. Et un avec des panneaux en contreplaqué en 18 mm versus en 21 mm. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais tu as 2 types de panneaux que tu peux utiliser pour les murs. C'est du boulot qui a été utilisé pour cette étude. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, en fait, la réflexion sur est-ce qu'on prend une ossature acier ou une ossature bois, elle est intéressante, mais il y a quand même quelque chose de plus gros. C'est-à-dire qu'en fait, 56% de l'impact se fait sur les tapis. Et on était un petit peu... voilà. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, franchement, il y a quand même quelque chose à réfléchir. Et ensuite, on a vu le 31%, c'est les prises. Et encore, on a été gentil, on n'a pas mis énormément de prises, etc. Donc, se dire que, ouais, il faut absolument une structure en bois pour être RSE, etc. En fait, ta structure, elle dure 20 ans, minimum. Donc, il y a quand même quelque chose à se dire, ouais, oui, mais le reste, c'est du consommable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, je vous remonte quand même cette partie-là. Il y a aujourd'hui, en utilisant du 19 mm contre du 21 mm, par rapport à du 21 mm, oui, c'est plus intéressant le 18 mm, c'est sûr, mais ça nous fait gagner toujours 1% d'écart. Bien sûr, toutes les petites pas économie du tout, mais tous les petits pas sont importants. Mais à un moment donné, on est dans le milieu de l'escalade, on est un petit marché, on n'a pas des grosses équipes R&D, donc il faut savoir où se focaliser, quoi. Pareil pour le bois versus l'ossature métallique. Alors il faut savoir aussi que nous, EP, notre ossature bois, on ne sait pas faire, enfin on fait plus en ossature 100% bois.
Donc c'est pas dans l'étude, c'est pas une ossature 100% bois, mais c'est quand même pour montrer que pareil, la différence entre les deux, elle est intéressante, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, on a besoin tous ensemble d'avoir des grosses actions pour pouvoir aller plus loin. Et encore dans ce que je vous montre, on est nous sur du bois qui est certifié FSC. On est ISO 14001 et 9001 en termes aussi donc d'électricité ou autre dans notre production. La fabrication, elle est pas loin. Donc il y a quand même déjà des choses qui ont été mises en place au niveau de la structure et des panneaux de paix. Donc je reviens sur ces résultats et on s'est dit ok, toujours 56% les tapis, 31% les prises, les volumes et les macros. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous, on s'est dit, alors déjà, d'avoir les données, ça nous a permis vraiment de faire quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire de pouvoir savoir où est-ce qu'on en était. Donc aujourd'hui, on a développé avec l'agence externe une calculatrice qui nous permet pour chaque projet de donner l'empreinte carbone d'un mur. Donc ce qui permet aussi de dire au client, ok, ben, si tu prends ça versus ça, etc., où est-ce que tu peux aller et d'aller plus loin par rapport à ça. On est en train de travailler sur l'amélioration de la longévité et la durabilité des tapis. On a en fait fait des tests par rapport à avoir de la mousse recyclée, mais en fait qui était moins durable que de la mousse non recyclée. Donc au final, ton gain carbone sur la matière, ben, tu le perds parce qu'il faut la recycler plus, enfin la changer plus souvent. Donc en fait, cette calculatrice, elle est aussi super intéressante parce qu'elle nous permet de faire des tests et savoir les impacts qu'il va y avoir derrière. Là aujourd'hui, du coup, on a pris le parti pour l'instant de se dire, on a une mousse qui n'est pas recyclée, mais qui est 30% plus durable que la mousse. C'est encore pas le test avec le tapis qui va dessus, etc. Et derrière, on s'est dit, ok, y a quand même aussi quelque chose à faire au niveau des prises. C'est pour ça que nous, on a commencé à travailler avec Gold, à travailler avec d'autres. Et je laisse la parole à ce moment-là, parce que l'expert, c'est plus moi, c'est plutôt Benoît. Et alors, du coup, sur la partie prise, donc nous, la particularité, c'est que chez Gold, on est fabricant pour les marques de prise, donc c'est-à-dire qu'on gère la production, mais on ne travaille pas le shape et l'identité ne nous appartient pas. Donc, on a vraiment une casquette de producteur et on a fait tout notre travail, du coup, sur la partie économie circulaire. Et ce qu'on se rend compte, parce qu'on a vraiment poussé la communication là-dessus et la compréhension des enjeux, c'est que plutôt que de tirer la couette de notre côté et de dire voilà, nous, ce qu'on fait et tous les avantages, on trouve plus intéressant de partager le fonctionnement des différents matériaux, vous donner les clés de compréhension pour que vous, derrière, vous puissiez faire vos choix. On pense que notre matériau il est très adapté dans certaines applications et dans d'autres il vaut mieux utiliser des agrès en bois ou des prises en polyester. Enfin voilà, en fait chaque matériau a ses propres intérêts et du coup c'était l'idée de cette démarche sur la partie prise et en fait l'échange qu'on mène avec l'ensemble des acteurs du marché, c'est de dire voilà, on a tous nos différents intérêts, venons, rassemblons toutes les informations pour communiquer. Et donc plutôt que de présenter l'analyse ACV de la prise d'escalade, ou en tout cas de une prise d'escalade et de toutes les comparer, là où la problématique elle est qu'à chaque fois on analyse une unité fonctionnelle, donc une prise, et en fonction de comment l'analyse est faite, on va avoir plein de résultats différents. Donc on a préféré ne pas mettre, et puis en plus il n'y a pas tout le monde qui a des analyses carbone sur les prises d'escalade, donc plutôt que de présenter juste ces données-là, on préfère du coup donner les axes de compréhension et qui tirent du coup vers des produits qui sont plus durables. En fait, on parle de biosourcé, on parle de recyclable, on parle d'une meilleure durabilité sur le grain, mais en fait la question c'est comment rendre les produits plus durables, que ce soit par le matériau ou par l'usage. Et donc c'était l'idée de ces 3 points. Vous présentez comment fonctionnent les différents matériaux, qui est en fait ce que propose le fabricant et la marque, à savoir qu'à peu près 70% de l'impact environnemental d'une prise il est lié à la matière. Ensuite, vous présentez du coup comment rendre un produit plus durable, donc qu'est-ce que la salle achète en fonction de ses utilisations, et enfin les bonnes pratiques. Alors, pour vulgariser la chose, au tout départ, quand on parle des matériaux, il faut savoir que dans les résines, il y a 2 grandes familles.
Il y a une famille qu'on appelle thermoset, c'est des thermos durcissables. C'est un petit peu comme du fromage quand vous faites votre raclette. Pardon, c'est un peu comme de l'œuf, le thermo durcissable. Vous le faites cuire, il est dur, et puis on peut plus rien en faire. Si on le refait chauffer, il va redurcir, enfin continuer à cuire, et on peut rien faire d'autre. De l'autre côté, on retrouve les thermoplastiques, qui sont du coup les plastiques au sens large, comme on les connaît tous. Là, c'est un peu comme du fromage, on le chauffe, il fond, on peut le rendre liquide et le transformer, et si on arrête, il refroidit et il durcit. Chacune de ces familles retrouve après des matériaux divers à l'intérieur. Et donc, on est allé sur le site prisescalade.fr et jegrimpe.com pour lister les différents matériaux qu'ils vous proposent et pouvoir vous préciser lesquels sont des thermodurcissables et lesquels sont des thermoplastiques. La grande différence qu'on retrouve du coup entre les thermodurcissables et les thermoplastiques, comme je vous disais, c'est leur réaction vis-à-vis de la température et le fait qu'il y en a qui sont recyclables versus d'autres qui ne le sont pas. On retrouve aussi le fait que les thermodurcissables, c'est une réaction qui se passe au moment de la transformation. Donc c'est des produits qui peuvent émettre. Et du coup, on le verra, il y a des procédés de transformation qui sont plus adaptés par rapport aux émissions. Et puis, c'est moins cher à mettre en œuvre, c'est très manuel, et du coup, c'est des productions qu'on retrouve surtout dans les pays de l'Est, où la main-d'œuvre coûte moins cher, versus les thermoplastiques qui coûtent beaucoup plus cher à transformer, mais qui ont plein d'intérêt sur la recyclabilité. Alors, pour vous parler du coup des différents matériaux sur les macros. Sur les macros, on entend parler de GRP, donc GRP, c'est de la fibre de verre renforcée. On retrouve de la fibre de lin avec notamment Balance qui est ici. La fibre de lin, c'est le même fonctionnement que la fibre de verre avec de la résine, sauf qu'on vient remplacer du coup la fibre utilisée par de la fibre biosourcée. On retrouve aussi en thermoformage du polycarbonate ou du PET qui sont ce qu'on a pu voir avec notamment Flathold qui a mis ça sur le marché avec des prises qui sont transparentes. Et puis après, on retrouve de l'ABS. Donc ça, c'est tous les volumes thermoformés qui sont noirs. Quand vous les retournez, on le voit, ils sont noirs à l'arrière. Et alors du coup, chacun de ces matériaux, il a différents avantages ou inconvénients. Donc la fibre de verre, l'avantage, c'est qu'ils peuvent être légers. Mais par contre, c'est pas du tout flexible et ça a une durabilité qui est moyenne. Il n'y a pas la capacité d'être recyclable. Et donc il y a cette émission de COV dont on parlait. De toute façon, quel que soit le matériau dont on parle ici sur les macros, ils sont tous au même niveau sur la durabilité du grain, parce qu'en fait c'est une texture qui est ajoutée par la suite, et donc il n'y a pas d'effet sur le grain, et là c'est plutôt chaque marque qui va travailler son grain à sa façon. Donc que ce soit sur le GRP ou sur la fibre de lin, c'est transformé soit au contact, donc c'est de la résine qui est appliquée dans un moule, soit par infusion. Et donc là, on vient faire migrer de la résine au sein de la fibre. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que les résines thermodurcissables, elles émettent des composés. L'intérêt de le faire via de l'infusion, donc c'est les petits... c'est l'image où on voit du bleu à gauche de l'écran. L'intérêt du coup de ce process-là, c'est qu'il n'y a pas d'émanation de composés organiques volatiles, parce que du coup, tout est fait dans une épaisseur très fine avec l'infusion de cette résine-là. Et il faut savoir notamment que la fibre de lin est une fibre qui est hypersensible à l'humidité, et donc elle est majoritairement transformée de cette façon-là, contrairement à la fibre de verre. Et on y viendra par la suite sur comment faire la comparaison. Pour ce qui est du coup ensuite du polycarbonate PET ou de l'ABS, donc les deux sont transformés en thermoformage. Donc là, on vient prendre une feuille plastique, elle est chauffée, soufflée pour être gonflée et collée sur un moule. Ces deux process-là, du coup, sont automatisés jusqu'à l'apposage du grain. La particularité qu'il faut savoir, c'est que sur le polycarbonate PET, vu que c'est des matières qui sont transparentes, en fait, elles sont recyclables
mais jamais pour refaire en fait des volumes. Et aujourd'hui, du coup, personne ne les récupère pour les recycler. Donc c'est des produits qui sont théoriquement recyclables, mais où il n'y a pas d'issue. Et enfin, du coup, côté ABS, donc là, ils ont tout l'intérêt d'être recyclables. Aujourd'hui, il y a 2 acteurs qui ont des essais qui sont en cours. Donc Blox et Gold, nous. En fait, donc vu qu'on est sur une feuille thermoplastique qui peut être recyclable, et à terme la pièce peut être récupérée. La complexité qu'on retrouve sur ce point-là, c'est que c'est de la texture de la résine avec de la charge qui est ajoutée. Et aujourd'hui, les industriels ne maîtrisent pas ce point-là. Donc il y a un vrai développement qui est en cours. Et c'est un point d'attention qu'il faut avoir quand on achète ce type de produit. Donc nous, de notre côté, on vient de valider le fait qu'on est capable de recycler ces plaques. On n'a pas encore produit des volumes avec ces plaques. Ça fait partie d'un développement qui arrive là sur les 3 prochains mois. Et Blox, eux, ils ont un développement qui est en cours, qui devrait se terminer sur 2028 avec la mise au point de cette solution. Je me permets juste par rapport au macro, c'est vraiment, il y a beaucoup de greenwashing en fait actuellement qui se passe avec des macros qui sont sur le marché en disant qu'ils sont 100% recyclés, 100% recyclables. Aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est vraiment aussi l'idée que Benoît présente pour dire voilà, soyez conscients de ce que vous achetez, comprenez la différence entre les différentes matières pour pouvoir faire votre choix et pas juste dire ouais. Ok, ça, on m'a dit que c'était ça, mais en fait, ça n'y est pas du tout. Donc, je pense que c'est quand même super important et intéressant pour nous, au niveau de l'industrie, d'avoir des données qui sont fiables et d'avoir des personnes qui ont le bagage technique pour pouvoir dire voilà ce qu'est la différence ou pas. Oui, parce qu'en fait, on a tous cette course aussi à la communication de dire oui, on fait des choses qui sont recyclables et oui, on est capable et oui, on peut vendre des produits via ce biais-là. Effectivement, il faut que tout avance, mais il vaut mieux pas que la communication avance trop vite par rapport au savoir-faire. Pour ce qui est du coup des prises d'escalade, donc on a les résines polyester. Donc là, c'est des bétons de résine avec du sable. On a du coup les résines polyuréthane. Le TPU, donc c'est des polyuréthanes thermoplastiques. Les polyamides et ce qui se fait en impression 3D. Alors, pour ce qui est des bétons de résine polyester, elles ont la complexité d'être des résines qui sont lourdes, parce que du coup, c'est majoritairement chargé. Ça fait des produits qui sont fragiles et cassants. Mais par contre, il y a le très gros intérêt que c'est des produits qui ont une durabilité qui est quand même assez importante, parce qu'en fait, on est sur du sable, donc l'abrasion du sable, elle est très limitée. Et du coup, c'est des produits qui sont très bien adaptés pour des salles où on va venir monter les prises sur une certaine durée, ou bien sur des géométries qui sont des pieds, par exemple, où là, on va pouvoir placer les prises et avoir peu de contraintes dessus qui pourraient les fragiliser. Pour les polyuréthanes, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères et flexibles. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de grosses géométries qu'on retrouve dans ce type de prise. Le fait que ce soit aussi un matériau qui est flexible et moins cassant, ça fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80% du marché qui utilise ce type de matériau. La particularité, c'est que c'est un matériau qui a une durabilité qui est variable dans le sens qu'il y a c'est un matériau qui est très sensible à la transformation et donc il y a des énormes écarts entre les fabricants. Je vous montrerai une slide ensuite où on peut voir les écarts. Et aujourd'hui, donc, on a Compositix qui est parmi les meilleurs fabricants sur cet axe-là. Qui est le meilleur fabricant en termes de durabilité sur cet axe. C'est des résines qui du coup sont non recyclables et qui émettent des COV, toujours dans une production manuelle, d'où la production majoritairement dans les pays de l'Est. Il faut savoir également que la réglementation elle est beaucoup plus légère et elle est en train de se durcir en ce moment.
Et c'est ce qui fait que y a des acteurs espagnols ou français qui essayent de produire des bonnes prises en polyuréthane ne peuvent pas avoir cette capacité-là. Côté TPU, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous questionne ce qui est évoqué là-dessus. Côté TPU, c'est à peu près l'équivalent en fait, des polyuréthanes. On est sur le même type de famille de matériaux, avec la particularité que ceux-là sont recyclables et on n'a aucune réaction lors de la production. Donc ça en fait des matériaux plutôt sains à transformer. Le côté polyamide, c'est ce que produit aujourd'hui Greenhold, donc les producteurs hollandais. Néerlandais. Et c'est pareil, c'est une production qui est automatisée. Et par contre, la durabilité, elle est à considérer en fonction du grain, parce qu'en fait, il n'y a pas la capacité de faire des grains spécifiques. Et enfin, on a l'impression 3D, où là, il y a des nouvelles choses qui sont en train d'apparaître. Et là, attention, c'est comme sur les macros. En fait, si on fait de l'impression 3D et qu'on ajoute une texture par la suite, la recyclabilité, elle est fortement remise en cause. Il faut savoir du coup que le PE, c'est la matière historique, c'est très très similaire à ce que EP a créé dès le début. Le PU, ça fait une dizaine d'années, je pense que maintenant, c'est bien implanté dans le marché. Et vraiment, ce qui est en jaune, ça a 2 ans grand max. Et c'est ce qui est tout nouveau par rapport aux prises. Et c'est où tend petit à petit le marché pour avoir des solutions plus durables. Donc là, on en vient à la partie la plus intéressante pour les gestionnaires de salles, c'est comment comprendre qu'est-ce qu'un matériau durable. Donc sur le premier point, on a présenté les différents types de textures. Il faut savoir que donc, le shape, quand il est réalisé, c'est une mousse qui est taillée. En fonction des porosités de la prise, de la mousse, ça va venir à créer des petits cratères. Et on peut du coup soit s'arrêter à cet élément-là, soit à venir texturer encore plus la mousse. Donc c'est des étapes équivalentes à du brossage. Il faut savoir que sur les prises en polyuréthane, les 3 types de textures peuvent être faits, mais la texture qui fonctionne le mieux sont les textures qui sont retravaillées. Donc ça a un effet qui est quand même assez conséquent sur la durabilité et qui est à prendre en compte lors de l'achat des prises. Tandis que pour ce qui est des prises en polyester, il n'y a pas la capacité d'aller faire ce type de texture. On n'est que sur des granulométries positives qui sont liées à la charge minérale qu'on retrouve à l'intérieur. Dans l'autre sujet, pour distinguer la durabilité, il faut prendre en compte l'épaisseur des produits. Notamment sur les macros, où faire un produit qui est ultra fin, typiquement en thermoformage, il y a peu d'intérêt puisque ça pourrait en faire un produit qui est potentiellement cassant. Là où les macros ayant la capacité de pouvoir être retexturés maintes et maintes fois, il vaut mieux s'orienter vers des produits sur des fortes épaisseurs. Et à savoir du coup que sur les macros qui sont faits en résine, il y a 2 axes qui sont analysés pour comprendre si c'est des produits de qualité. En fait, quand les process de transformation sont mis en œuvre, si les process ne sont pas maîtrisés, il y a un potentiel d'inclusion de bulles d'air. Et c'est notamment pourquoi on retrouve aujourd'hui beaucoup de macros où l'arrière est en résine blanche. En fait, c'est ce qui permet de masquer les porosités à l'intérieur. Donc c'est un indicateur sur la qualité de la transformation et du coup sur la durabilité que vous pourrez avoir. Sinon, on peut avoir des textures qui cloquent et qui sautent. Dans cette même veine, si l'arrière de la prise, de la macro est brillant,
Ça veut dire qu'il y a un excès de résine et les composites ne sont pas faits en fait pour avoir beaucoup de résine. Moins il y a de résine, plus le matériau tient dans le temps. Donc si l'arrière d'une macro est brillant, c'est pareil, c'est pas un bon indicateur. Et enfin, du coup, là, ça concerne plutôt les prises. Le point 4, s'il y a la présence d'inclusion d'air sur les résines, il faut savoir que l'air, c'est de l'humidité. L'humidité, ça crée une hydrolyse avec les résines. Et en fait, ça dégrade grandement la durabilité des produits. Donc, s'il y a des résines qui sont moussées quand on retourne l'arrière des prises, eh ben, c'est significatif d'une durabilité qui est compromise. Donc là, on peut voir les écarts qu'on peut retrouver entre les différents fabricants de prises d'escalade en polyuréthane dans le monde. On les a pas nommés par souci de confidentialité envers eux. L'écart, il faut savoir qu'entre la donnée en verte et la donnée en grise, la donnée en verte, ça va être des prises qui vont durer... Dans une salle où il y a 800 passages jour, ça va durer 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, on va commencer à avoir une durabilité compromise. Alors que les données, les 13 mm3 perdus en noir, ça va durer à peu près 1 an dans une salle à 800 passages jour avant de commencer à avoir une usure. Et là, on retrouve les 6 plus grands fabricants dans le monde. Donc c'est pour dire du coup les écarts qu'on peut avoir. Et ça, quand on prend les produits et qu'on les retourne, on peut voir du coup les porosités dont je vous parlais. Et enfin, on en vient aux bonnes pratiques à avoir. Dans l'achat des prises, en tout cas nous, quand on en discutait avec les autres fabricants, y compris Blox, où on a une longue discussion à ce sujet, on se rend compte que souvent les vis, donc les vis à bois qui sont utilisées, elles sont achetées dans le commerce sans faire attention à un point qui est hyper important, c'est qu'elles sont autoforeuses et on vient retrouver sur la tête des vis, je ne sais pas si ça se voit très bien sur votre écran, on vient retrouver sur la tête des vis des petites ailettes qui viennent grignoter en fait les rondelles et la texture des prises. Et ça vient dégrader très rapidement du coup les inserts. Donc c'est un point important à prendre en compte quand vous achetez des vis, c'est de ne pas prendre des vis avec ce type d'ailette. Et ça a un effet qui n'est pas négligeable. Ensuite, dans le cadre de perçage supplémentaire, les polyuréthanes et les TPU, ce sont des résines qui ont les meilleures résistances à l'abrasion et donc du coup qui ont un très bon coefficient de frottement. Donc quand vous allez vouloir faire des montages un peu alambiqués, la problématique c'est que ça va échauffer les vis. Donc il faut toujours penser à pré-percer et voire même à changer de vis quand c'est pratiqué. Sinon, c'est ce qui fait qu'on va retrouver des vis à l'intérieur. On a précisé la partie nettoyage qui nous a été demandée par certains avec les acides et les bases à ne pas utiliser. Donc on pourra vous transmettre la présentation si vous le souhaitez pour avoir une précision sur ce point. Enfin, pour ce qui est des macros, donc le point 5, tous les produits qui sont en fibre et résine, c'est des produits qui, à partir du moment où ils sont abîmés, donc si on vient les percer, les choquer, les résines, elles vont se délaminer, les fibres vont se délaminer, et du coup, ça crée des amorces à la rupture. Donc, tous les produits qui sont en résine, ils sont pas adaptés, en fibre et résine, pardon, ils sont pas adaptés pour venir à faire des montages. Ce qui, par contre, est possible avec les macros en ABS polycarbonate ou PET. Par contre, il faut prendre en compte que c'est des épaisseurs super fines et on est sur des bases thermoplastiques, donc il faut toujours rajouter un renfort à l'arrière. J'ai pas précisé le point 4 qui est aussi les couples de serrage où on retrouve souvent des problématiques sur... la majorité des ouvreurs utilisent des visseuses à choc
et ce qui fait qu'on peut passer au travers des prises. Donc c'est un point à faire attention sur les visseuses qui sont achetées sur le couple max, sinon on passe au travers. Et enfin, du coup, le dernier point, c'est de prendre en compte l'ensemble des points évoqués lors de cette présentation qui normalement permettent d'allonger la durabilité des produits. Merci. C'est hyper adapté, gérant de salle et technique. C'est un contenu qui peut être un peu lourd, mais qui a le mérite de pouvoir exister. L'idée, c'est de pouvoir pousser ça auprès des gérants de salle. La présentation, bon là, c'est la première fois qu'on l'a fait. On va la mettre en ligne pour qu'elle puisse être accessible et que les gérants de salle et ouvreurs puissent la prendre en compte. Et maintenant, on est à l'écoute de vos questions. Merci pour la présentation, c'est intéressant et je pense que c'est un sujet vraiment à prendre en compte pour les prochaines années, enfin dès maintenant. Je voulais juste revenir sur quelques pratiques, notamment ce que tu donnes ici. Moi, il me semble qu'il y a un truc qui est vachement important aussi, c'est que l'EPU nous a amené, moi je suis ouvreur, nous a amené la légèreté. La légèreté nous a amené le fait de pouvoir faire des prises plus grosses. Et du coup, c'est plus rigolo, c'est super sympa à grimper et j'adore. Mais du coup, c'est des prises qui sont vraiment pas durables en termes de durée de vie. Alors, il y a des différentes qualités de grain, mais quand même. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on sache se restreindre en termes de créativité. Et du coup, ça vient des ouvreurs, mais ça vient aussi de ce qui est vendu sur le marché. Quand on voit que là-bas, quasiment tout ce qui est vendu, c'est des énormes prises qui donnent envie, qui sont visuelles, parce que maintenant, on veut de l'ouverture visuelle aussi. Ça amène aussi nécessairement des prises plutôt en PU plutôt qu'en PE, qui tenaient quand même un peu plus longtemps. 5 fois plus longtemps. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte, de savoir se dire ouais, c'est vrai que c'est super marrant comme grimpe, mais est-ce qu'on peut pas se cantonner à des prises un peu plus petites, et puis on s'amuse quand même, on s'amusait quand même bien il y a 20 ans avec ces prises-là, et puis en termes de créativité, on a plein de choses à proposer avec tous ces types de prises, donc, et quitte à faire des montages avec des macros, des volumes, etc. Donc il me semble qu'il y a ça aussi. Une deuxième chose que je voulais revenir, du coup, il y a le brossage aussi, il me semble qui va augmenter la durée de vie des prises, donc de faire passer ça aux pratiquants de nos salles, aux ouvreurs, aux moniteurs, aux enfants, de brosser, quoi. Ça allonge énormément la durée de vie des prises. Et après aussi un petit truc sur les murs que vous parliez tout à l'heure. Il me semble aussi que le fait que on ait ces prises toujours plus grosses, c'est toujours envie de plus de créativité un peu parfaite. On est passé beaucoup moins de la vis CHC, mais plutôt à la vis à bois. Moi, je le vois pas mal sur les salles que je fréquente. En fait, des panneaux. Maintenant, 2/3 des prises que je visse, c'est plutôt de la vis à bois. Et en plus, vu qu'on peaufine énormément plus, peut-être on les modifie. Pour un bloc, on va modifier 5 fois l'emplacement de la prise. Donc les murs, même 10 ans, c'est déjà une belle perf, je trouve, pour un mur d'escalade, de vivre 10 ans. Avec tous ces trous de vis à bois qu'on rajoute, ça devient des gruyères. Et maintenant, un mur 10 ans, c'est beaucoup. Alors que, tu parlais de 20 ans tout à l'heure. Ça me semble optimiste, quoi, du coup. Voilà. Carrément, et pourquoi aussi on essaye d'être à deux là sur cette conférence, d'essayer de parler en fait à plusieurs acteurs, c'est d'essayer de changer la tendance en fait. De se dire ok oui, les fournisseurs, certains fournisseurs font des prises de plus en plus grosses, mais ça a été aussi pour répondre à une demande, et il y a beaucoup d'ouvreurs qui ont aussi leur propre marque, etc., etc. Il y a vraiment des tendances qu'il faut qu'on arrive à changer. C'est comme avant, il y avait des gobelets en carton, après c'est les éco-cups, etc. Le marché de l'escalade, il est carrément, il a besoin de changer en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se préoccupe de ça. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça vient où il faut sensibiliser les pratiquants. Et il y a tout un travail en fait de sensibilisation à faire qui n'est pas du tout fait aujourd'hui. Et en bac, en fait, on est en train, avec plusieurs acteurs, de se dire ok, où est-ce qu'on va ? Comment on peut travailler ? Avec la fédération, sans la fédération, avec la fédération internationale, anglaise, etc., etc. Et il y a aussi des tendances différentes par pays. Par exemple, si tu vas en Angleterre, le PE, c'est encore super important, et
y a vraiment des tendances aussi. Et là, il y a beaucoup d'ouvreurs et de personnes comme toi qui commencent à dire on en a marre des grosses prises, arrêtez avec ça, etc. Donc il y a aussi ce qu'on présente sur les salons et ce qu'on vend réellement qui est un petit peu différent. Alors, nous, en tant que fabricant, notre positionnement il est un peu biaisé parce que du coup on est déjà sur la partie recyclable. Donc, en tout cas, nos clients ils ont déjà une conscience environnementale, mais pour te répondre et peut-être te rassurer parce que du coup ça va dans ton sens aussi dans le sens de nos équipes parce que c'est le point de vue qu'on partage. Aujourd'hui, on a des discussions avec certains de nos clients et notamment parmi les plus gros du marché, certains qui ne sont pas encore officialisés, où il y a des développements qui sont en cours pour tendre justement sur conserver la capacité d'imaginer des blocs avec des excroissances sur le mur qui sont apportés par les volumes et les macros, tout en ajoutant la fonctionnalité préhension, mais qui puisse être mis, enlevé et renouvelé en fonction de son usage et de son usure. Donc il y a des démarches en ce sens. Et nous, on essaye, en tout cas c'est la discussion qu'on a avec l'ensemble des acteurs. On a mis au point une première machine de production où on a contraint les dimensions sur la taille des pièces qu'on peut faire. Donc aujourd'hui on va des micros jusqu'aux petites ailes. Et là on est en train de pousser une nouvelle machine avec évidemment du coup tous nos clients qui nous disent on veut pouvoir faire des triple XL, faut pouvoir pousser 3 kg de matière. Et voilà, la démarche qu'on a nous de notre côté, c'est de bien les questionner sur est-ce qu'on est certain qu'on veut aller dans cette direction-là, est-ce que 3 kg de matière, il va falloir pousser ça tous les jours ou est-ce que c'est un peu moins, et dans ce cas-là, on réadapte la machine, toujours dans l'idée du coup d'avoir un outil de production qui soit le plus adapté pour faire des prises qui soient durables et pas des grosses pièces avec du dual texture et un petit graton qui s'use mine de rien dans des salles, d'autant plus avec la fréquentation qui fait qu'augmenter dans les salles. Maintenant, 1500 à 3000 passes à jour dans certaines salles, on le voit, il y a des produits qui s'usent super vite. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous.